Bonjour et bienvenue dans Kinoculte, le podcast Deep Cut, Deep Cult. Je suis votre hôte Red Weber, le podcasteur psychédélique, et mon biker de l'enfer est... Jean-François Dupuis, attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride, babe! Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, ou presque, sur Mandy 2018, réalisé par Panos Cosmatos, sans jamais oser le demander. Ravi d'accueillir un nouveau cultiste dans l'émission, Jean-François, grand kédiophile devant l'éternel, et un homme dont la passion du cinéma n'a d'égal que l'éclectisme de ses goûts. Bienvenue, mon nouveau cinébody. Mais je t'en prie et merci de me recevoir. C'est un Et très bien fait plaisir. d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, une émission spéciale, car c'est un show 2 en 1, shampoing et conditionneur pour la perruque de Nick. J'en ai mis une belle aujourd'hui, toute fraîche. Car c'est le film préféré un des films préférés de Nicolas Cage, de sa filmo, et un des miens aussi, donc ça tombe bien. Mais avant toute chose, tu connais la tradition, donc tu vas nous résumer le film, le fameux pitch, comme si nous étions un grand producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Ça marche. Alors, Mandy Bloom et Red Miller sont un couple qui vivent isolés leur amour dans un endroit idyllique d'une forêt du Pacifique Nord-Ouest, où Red est bûcheron et Mandy est une artiste, peintre, qui a une boutique aussi. Et un jour, malheureusement, elle croise la route et le regard de Jeremiah Sands, qui est un ancien chanteur folk devenu chef d'une secte plutôt bizarre. Et comme il décide, il veut absolument la posséder, il fait attaquer le couple chez eux en pleine nuit par des bikers, une horde de bikers sortis de l'enfer. Mais Mandy le rejette et se moque de lui. Alors du coup, il la brûle vive devant Red, qui la voit mourir. Et après, la secte s'en va et il laisse Red pour mort. Mais lui, il survit et il décide de les traquer et de les retrouver. Oh, parfait, mon Un pitchounet. par un. Donc, j'annonce direct, spoiler alerte, comme vous avez pu le voir dans le synopsis. Donc, si vous n'avez pas vu le film, voyez-le et retrouvez-nous juste après. Mais aujourd'hui, notre histoire commence par un autre film où un héros solitaire et farouche affronte une secte d'allumés dégénérés et où la hache joue également un rôle important. Je veux parler bien sûr de Cobra, Crime is a Disease, Meet the Cure, le film de Georges Pan Cosmatos, le papa de Panos. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir beaucoup de Absolument. parallèles dans les deux films. Et c'est un peu, on peut dire, si tu veux, Jean-François, que Mandy, c'est un peu Cobra sous acide, quoi, d'une certaine manière. Oui, un peu, ouais. Moi, je vois un peu des côtés Conan aussi, parce que c'est pareil, c'est une secte, quelqu'un qui perd les êtres aimés et qui se retrouve à cause d'une secte et qui veut les retrouver pour se venger. C'est un peu ça Bien sûr, aussi. c'est un classique du cinéma, des archétypes d'histoire qui est les Mm. histoires de revanche, tu sais, de vengeance. Et là, effectivement, c'est baigné dans l'univers lysergique et liturgique de Panos. C'est à la fois Mm. une ode psychédélique, puisque on voit que l'acide a un rôle très important, et c'est en même temps, on a l'impression par moments de voir des couvertures de heavy metal ou de rock progressiste prendre vie devant nos yeux, parce qu'il a un très très grand Mm. talent visuel. Tu avais vu son film précédent, Beyond the Et non, Black Rainbow? j'ai pas vu, j'ai pas osé le voir parce que j'ai lu un peu le pitch et ça a l'air un peu bizarre. Et comme Ouais. j'étais dans l'univers, là, depuis 15 jours, je suis dans l'univers de Mandy, j'ai voulu changer un peu. J'ai vu par contre son film suivant, qui est un épisode de la série Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, et qui est un peu Oui, dans le même esprit. On va certainement parler de la chromatique du film. Et c'est pareil, ça baigne dans du rouge. Et c'est avec Peter Weller. Peter Weller qui avait fait un film avec son père qui était très très bien, qui s'appelait Of Unknown Origin. Je sais pas si tu connais. bien sûr, Avec avec le rat un, géant, c'est ça, avec le rat. voilà, c'est Ouais. ça. Enfin, ouais. Et là, il y a Peter Weller qui est absolument fabuleux dans cet épisode. Voilà.
Bah écoute, c'est super. Moi, je j'ai pas vu le cabinet des curiosités. J'ai vu la photo que tu as postée sur Facebook avec un Peter Weller qui ressemble à Willem Dafoe. De plus en plus, il est étonnant physiquement. Et c'est Ouais. vrai que là, il prépare un film, Panos, avec, je crois, Oscar Isaac. Et je te dirai tout à l'heure l'actrice, qui est un film de vampire. Donc, il continue avec ce style très stylisé, très magnifique qu'il est en train d'imposer au cinéma mondial. Et c'est vrai que Mhm. c'est bien pour Kinoculte parce que c'est un véritable film culte, celui-là. C'est pas un film qui a eu un énorme succès, mais comme j'ai acheté le t-shirt, tu vois, de Red Miller, pour être dans le ton, et c'est vrai que c'est un film qui a ses fans, dont moi, parce qu'il est extrêmement important dans la carrière de Nick Cage, Nick Cage qui donc a une carrière un petit peu en dents de scie, on peut le dire, c'est la moindre des Mhm. choses. Il a eu à une époque de sa carrière donc énormément de dettes, donc Tigre. il enquillait les films, tu vois, certains un peu moins glorieux que d'autres, mais celui-là, et le début un petit peu de ce que j'appellerais une cageessence, tu sais, qui est une renaissance cagienne, et il en a eu plus d'une comme ça avec Pig, avec des films comme ça qui tous les 5 6 films, tout d'un coup, tu as une espèce de perle noire qui surgit. Et là, il paraît qu'il a fini de payer ses dettes, donc il fait un peu plus attention à ce qu'il fait ces derniers temps. Et on le voit dans des films de qualité un peu supérieure à ceux qui tournaient à la chaîne en Europe de l'Est ou à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Enfin, quand même en tournant un peu pour payer des dettes, ça va, il s'en sort bien par rapport à d'autres. Parce qu'il y en a un autre qui est assez Stakhanovitch aussi du tournage, c'est Eric Roberts. Et Ouais, Cage, il a quand même pas la filmo de Roberts au niveau de la qualité, il est quand même beaucoup plus haut. Juste après celui-là, il va faire l'année suivante, il va faire le film de Richard Stanley, là, la couleur tombée du ciel, qui est quand même très très bien aussi, et qui est un peu dans le absolument. même mood, même Oui, tu ambiance. as raison. Tu as raison. Et puis, il y a un truc intéressant que tu dis, c'est qu'en fait, la différence, c'est que il est jamais véritablement en pilotage automatique. Même dans des films un petit peu moindres, il est toujours à fond, si tu veux. Parfois, il monte Ah même oui, jusqu'à 11 au cagomètre. Et on sent que c'est un ouais. véritable amour du cinéma qui l'habite et de la pop culture en général. Et à part certains films où il a l'air un petit peu sous sédatif, comme par exemple Bangkok Dangerous, ou des films comme ça où Que j'ai il pas est un peu vu. en dessous. Voilà, mais sinon, en général, on a l'impression qu'il s'amuse. Et dans certains films, il fait même des prestations complètement folles. Il y a un film qui s'appelle Deadfall. Tu l'as pas vu, ce film, qui est un film d'un des fils Coppola, je crois, où Non, j'ai pas vu. il doit avoir une quinzaine de minutes à l'écran. Il s'est mis une perruque comme Tony Clifton, tu sais, l'alter ego de Andy Mhm. Kaufman. Dans Et Kaufman, ouais. tout le monde joue à peu près normalement, sauf lui qui sort d'un cartoon malade, d'un truc complètement, d'un autre film. Tout d'un coup, tu as l'impression que tu as zappé sur un autre film dès qu'il arrive. Donc, on sent qu'il aime bien dynamiter et réinventer un petit peu le jeu, parce que Ethan Hawke avait dit de lui qu'il y a deux acteurs qui ont révolutionné l'acting en Amérique, c'est Marlon Brando et Nicolas Cage. Donc, on Ouais, peut dire sacrée qu'avec référence, hein. ouais, son style de jeu, depuis Arizona Junior et même le baiser du vampire, il amène une certaine folie qui est très unique et qui n'appartient qu'à lui d'une certaine manière. Moi, je l'avais découvert un peu comme tout le monde, hein, dans Birdie. Déjà, il était, même s'il n'avait pas un rôle très punchy, il était quand même déjà un super acteur, ça se voyait. Après, il a fait pas Fantastique. mal de films hollywoodiens un peu mainstream, et puis après, bon, il a vraiment explosé quand il s'est mis à faire bah, Arizona Junior, Ouais. des choses comme ça, indépendants, quoi, où il est. C'est intéressant, hein, parce que moi, mon point d'entrée avec Nicolas Cage, ça a été d'abord Rusty James, tu sais, où il avait une espèce de rôle Oui, plutôt passif. Et ensuite, tout au début. dans un autre film de son oncle, donc de Francis Ford Coppola, il Oui. fait un petit rôle de gangster dans Cotton Club. Et là, il m'avait vraiment beaucoup marqué, parce il avait déjà un peu cette C'est pas, folie. Puis on a vu il est ensuite pas le. Moonstruck, on a vu des films comme ça, où tout d'un coup, il prenait toute l'identité qu'il allait avoir par la suite. Alors, il a eu, comme on dit, des passages à vide, mais il a toujours su revenir jusqu'à cet Oscar, tu sais, pour Living Las Vegas, qui est quand même à ce Hum. jour encore un des plus beaux films sur l'alcoolisme, et une performance absolument bouleversante de Nick. Ah oui, c'est vrai. Et tu parlais des dettes tout à l'heure, j'espère qu'il n'a pas les dettes de son oncle en plus sur le dos, parce Ah que oui, là, il n'a pas fini d'en Megalopolis. faire des films. Mais bon, non, Oui, non, c'est de famille. Ouais. ouais, non, non, mais il est vraiment incroyable comme acteur. D'ailleurs, Alors, c'est un des seuls acteurs qui joue son propre rôle dans un film aussi. Et il a fait un oui, film c'est où il joue vrai. Nicolas Cage, mais dans une version, alors déjà que lui, il est out of space, mais alors là, dans le film, il est encore plus.
C'est barré, vrai, quoi. bien que ce soit un petit peu aseptisé par rapport à ses véritables folies, je trouve, et que même au départ, il voulait pas complètement faire le film parce que il voulait Mm. pas montrer l'envers du décor, ce que je peux comprendre. Mais en même temps, Mm. bon, le film a permis à chaque fois de le maintenir en vie, de continuer à avoir cette ligne de vie qui est toujours présente. Pour revenir à Mandy, Je t'en prie. au départ, il devait jouer le rôle de Sand, du gourou. C'est ça que Panos Oui. avait pensé, tu vois. Et finalement, Nick a préféré jouer Red, être une espèce de vrai héros. Et Panos pensait que Nick était un peu vieux, mais après, quand ils se sont rencontrés, je crois que ça a cliqué dans sa tête et il a vu tout ce qu'il pouvait amener au personnage. Et l'inspiration de Panos, tu sais, c'est un formidable film que j'adore qui est The Hitcher avec Rutger Hauer. Ah Et il oui. y a voilà, ce côté road movie. Bizarrement, Days of Thunder, Jour de tonnerre, j'ai pas vu très bien la référence. Un autre Moi film non de Tony plus. Scott qui est Revenge. Alors, c'est peut-être parce que Tony Scott est un metteur en scène très stylisé aussi. Et il cite également Psychose 3, The Fist of the North Star et Cobra, bien sûr. Donc, j'avais raison. Mais il a des Mhm. références très, très étranges et ça m'a l'air d'être un personnage aussi très étrange puisque ses films baignent dans la drogue et c'est ça que c'est comme un trip en fait, son film. Tu vois, c'est comme un mauvais Ah trip ben, d'ailleurs. Hmm. c'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu verras dans l'épisode dont je te parlais là, de cabinet, la drogue est très très importante. Je ne raconte rien, je vais pas spolier tous les trucs à Ouais. chaque fois, mais la drogue est très importante, a un rôle très important aussi dans cet épisode. Ouais, ouais, bah, ça sent le vécu, si je peux dire. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai découvert en faisant ma recherche que le film a été tourné en partie ou même peut-être intégralement en Belgique. En Cette Belgique. forêt, voilà, cette forêt du Pacifique Nord-Ouest, comme tu le dis très bien au début, est en fait en Belgique et elle est magnifiquement filmée parce on se croirait dans Brocéliande, tu sais, dans Excalibur. C'est un côté conte de fées maléfique Oui. qui est très très beau. D'autant plus qu'on va Mhm. pas tarder à voir qu'il y a des sorcières dans cette forêt, en particulier Mhm. ces cultistes qui sont. C'est drôle parce que j'ai fait récemment Doctor Sleep, où tu as également des cultistes qui sont poursuivis comme ça, et ça m'a fait. J'ai vu beaucoup de parallèles entre les deux. Mais c'est vrai Mhm. que les cultistes de Pan Cosmatos sont extrêmement bien castés, je trouve, et Oui. font terriblement peur. Alors, on va parler très très vite, bien sûr, de Jeremiah Sands. Julian Sands. Oui. Jeremiah, donc le gourou, Ah. qui est inspiré de Manson, bien sûr. Mais tu as vu Mhm. que ce soit la sorcière sexuelle qui est son Son adjointe, alter ego au ou que ce soit, féminin. Mhm. voilà, qui est formidable, ou que ce soit le Oui. type qui joue de la corne d'Abraxas, tu vois, qui a ce visage Mhm. vérolé. Ils sont C'est- tous extraordinaires et on voit effectivement l'emprise que Manson pouvait avoir sur sa famille. Et Jeremiah Sands partage le point commun avec Manson, c'est qu'il est un musicien raté. Et ça, j'adore. Je trouve ça Voilà. très bien foutu. Et Ouais. qui a enregistré un disque, justement, Exactement. là, qui est un peu enfin bon, le déclencheur de tout, mais de ce qui va se passer ensuite. Oui, le côté brocéliande, ça c'est vrai, quand il y a un plan où on les voit tous les deux, Mandy et Red, sur une barque filmée d'en haut, sur un lac qui est carrément d'émeraude, et tu as juste la Ouais. tâche de leur barque où ils sont tous les deux. Et c'est vrai que le plan d'ouverture sur les arbres, les cimes des arbres, ça fait très, c'est vrai que ça fait très forêt mystique, tout ça. Le rapprochement avec Dr. Sleep, oui, la communauté la secte qui se déplace comme ça, C'est avec ça. ils Exactement. sacrifient eux-mêmes leurs membres, puisqu'on va le voir après, C'est ils vrai. en Et puis, sacrifient un tu au parles, motard. exactement, tu parles de cette rivière d'émeraude. C'est vrai qu'il y a des passages où tout d'un coup on passe dans le cartoon, tu as vu, et ça j'ai pensé carrément Mm. à Heavy Metal, bien sûr, parce qu'il y a une ambiance Oui. très, très, très cartoon metal, très, très belle. Et aussi à Mm. Creepshow, tu sais, où dans les interstices, on passait Oui. dans la bande dessinée, il y avait un mélange tout à fait fluide et harmonieux entre les Mm. univers dessinés et les univers filmés. Et le film est produit par une boîte de production qui s'appelle Légion M. C'est eux qui m'ont Mm. vendu mon t-shirt. D'ailleurs, ils font du merchandising online. Et également Elijah Wood, qui je crois Oui. a lui-même proposé le fait que Nicolas Cage soit le lead, parce qu'ils doivent se connaître pas Oui. mal. Mais Mm. ça a été donc C'est ce que j'ai ça a vu été aussi. kickstarté par les fans, tu vois. Il y a une grosse partie du Mm. budget qui a été assurée par les fans, parce que les gens voulaient voir le nouveau film de Panos Cosmatos. Alors, on peut parler un petit peu de la musique, puisqu'on parle de heavy metal. Oui. Une musique qui est absolument magnifique, faite par Johan Johansson, un musicien de Villeneuve, qui malheureusement est mort en parlant de Décédé. drogue d'une overdose peu après le film. Je suis même pas sûr qu'il l'ait vu Mm. dans son intégralité, en tout cas fini. Mais le film lui est dédié. Et Mm. la musique est ce qu'on appelle une forme de métal que j'aime beaucoup, qui est le doom metal, qui souvent vient des pays scandinaves, tu sais.
qui est une version Mhm. lente du métal, contrairement au speed metal ou à d'autres formes de métal qui sont très énervées. Celle-là est bon, bon, il y a un côté Et vraiment d'ailleurs, corne de, tu vois, c'est les trompettes de Jericho, quoi, mais avec des guitares, quoi. C'est vraiment très beau. Johansen, il est islandais comme Björk. C'est ça, voilà. Donc c'est oui, oui, il a fait pas mal de musique de film. Il a fait les films de Villeneuve. Il a fait Prisonnier. Il a fait Sicarios. Et, Bravo. euh, et d'ailleurs, il y a des choses assez bizarres dans le film. C'est que le générique de fin qui lui est dédicacé, il n'y a pas de musique Ouais. pendant tout le générique de fin. Je ne sais pas si tu te rappelles. Si, D'ailleurs, tu as il parle raison, ouais. il crédite d'ailleurs Légion dans les remerciements. Legion Légion of M, ouais. fans, Ouais. parce que Mais Made tu by as vu Fan, aussi, en parlant de choses qui sont pas banales et pas communes dans le le cinéma, titre. le générique arrive au bout d'une heure. Le titre du film, ça apparaît sur l'écran, Oui, Mandy, comme des racines comme ça, au bout d'une heure de film. quand il fait son arme. C'est ça. En fait, quand Nicolas Cage fait son arme, à la fin, quand il a fini de la forger, un peu comme Ouais, Conan d'ailleurs, il y a un ouais, côté un peu métal comme ça, on voit le ouais. titre. Au bout de 75 minutes quand même. C'est Incroyable. très rare. Ça, je crois que j'ai jamais vu. Ça. Et en parlant de métal, la hache, qui est assez extraordinaire, est inspirée du logo d'un grand groupe de métal qui s'appelle Celtic Frost. Donc, Je ne connais pas. on sent véritablement que Panos connaît la musique métal et l'aime profondément parce que, comme je disais, c'est un film métal, quoi. Et tu as vu, ça, cette extraordinaire musique aussi, puisqu'on est dans la musique, de Au King début. Crimson, tu sais, Mm. Starless au début, sur tout Oui. ce début de cette histoire d'amour, avec Andrea Riseborough, qui est absolument merveilleuse, à Mm. qui appartient le Mm. premier acte du film avant qu'elle ne meure d'une façon absolument horrible, brûlée dans un sac de couchage. Le film lui appartient et on comprend que Nicolas Cage l'aime. Il y a une véritable alchimie entre les deux. Et Cage est dans un rôle assez mutique. Tu as vu, comme dans Willy's Wonderland, il parle pas beaucoup Mm. et il est comme Bronson. C'est des gens qui s'en tirent très bien sans les mots. Oui, oui, non, c'est vrai, absolument. Et le titre au début, Starless, c'est d'un titre de King Crimson qui veut dire le roi pourpre. Donc on est déjà dans le rouge aussi. Et Ouais. c'est sorti d'un album qui s'appelle Red, Ah ouais, comme Cage. co- comme Cage qui s'appelle Red Miller, c'est un très très beau nom. D'ailleurs, moi Mm. j'adore les noms des héros, tu sais, dans les films. Et celui-là, Mm. Red Miller, est un nom tout à fait mythique, quoi. Il y a Et toujours des noms possibles, hein. Castor Troy, quand même. Il fallait le trouver. c'est vrai. Mais Nick sort d'un divorce et il dit que ça nourrit la détresse et la rage de son personnage. Parce qu'en général, il s'inspire beaucoup de sa vie. Tu sais, le personnage de Mm. Longlegs, par exemple, dit-il, est inspiré par sa mère qui avait des problèmes mentaux. Et Bon. donc, à chaque fois, il part d'un point de départ dans sa vie et c'est toujours très intéressant. Alors, Panos, lui, dit que c'est un film sur la mort de ses parents. Parce Oui, c'est ce que qu'effectivement, j'ai lu aussi. ouais, c'est un film mortifère, un film très sombre, très noir, très violent. Et on voit effectivement, on parlait d'acide, c'est que tout part de cet acide frelaté qui est fait par ce Mm. formidable acteur qui s'appelle Richard Brake. Yeah. Et Richard Brake, ouais, et oui. voilà, il est Excellent. super parce qu'il est, il fait cet acide qui transforme ses motards littéralement en motards de l'enfer. Comment s'appelle l'acteur qui Mhm. joue Jeremiah Sand? C'est Linus Roach. Voilà. Et Linus Roach, Linus et c'est intéressant Roach, parce que tu sais que dans Batman Begins, Linus Roach fait ils jouent tous les Thomas deux. Wayne, voilà, et fait Mm. le papa de Bruce Wayne, et il est assassiné par Joe Chill, qui est joué par Richard Brake. Donc il y a Mm. Bruce Wayne et son assassin qui jouent dans le film, Et pour la Richard trivia. Brake, on le retrouve là récemment dans comment ça s'appelle Next Stop Yuma County, où il Ah joue oui. un des deux méchants, un des deux braqueurs qui va déclencher tout le truc. Et c'est un Ah type oui. incroyable. Il a une tête, on dirait le fils caché de Lee Marvin et Lance Erickson, un peu, C'est ça, c'est ce que avec des j'allais petits dire. Avec coudes. la tête qu'il a, il joue rarement des gentils avec la tête qu'il a. On l'a vu dans Barbarian, on le voit dans les films de Rob Zombie, bien sûr. Et Dans c'est un Peaky type qui a vraiment Blinders une. aussi, Ouais, c'est il me ça. semble. Il a une véritable tête à la Jack Palance. En plus, ce que je ne savais pas et que j'ai découvert, c'est qu'il fait plus d'un mètre 90. Je croyais que c'était pas un mec très grand, mais il est très grand en Mm. plus, comme un Palance ou comme Lee Marvin, tous ces gens tous ces acteurs badass, tu vois, du cinéma Ah, américain. Et il est leur digne héritier, vraiment. il raconte un truc dans des anecdotes sur le tournage. Il dit qu'au départ, dans le scénario, Lizzie, ça devait être un lézard, Lizzie the Lizard. Et quand il arrive sur le Ouais. tournage, Cosmatos lui dit, bah, au fait, on a changé, Lizzie, c'est une tigresse. Alors, je ne sais pas si elle est sur le plateau, parce qu'on
dans une cage, parce qu'on voit quand même qu'il y a des fonds verts un peu, mais il lui a balancé ça comme ça. Oui, c'est une tigresse finalement. Parce qu'il est là C'est drôle. dans son laboratoire avec une tigresse dans une cage. Et, Et il y a une scène qui est ce drôle qui aussi, est c'est la scène du en tout Cheddar t-shirt. Goblin. Ouais, c'est ça. Et la scène du Cheddar Goblin, tu sais, que cette fausse publicité, j'aime bien les fausses publicités dans les Mmh. films. Il y en a une dans Terrifier aussi. Et celle-là, Mmh. où tu as ces enfants qui sont aspergés par cette espèce de troll qui vomit du cheddar, Il du vomit mac and du cheese au cheddar. cheddar. C'est Et horrible. c'est pas mis en scène par Panos, ça. C'est mis en scène par un type Non. qui s'appelle Casper Kelly, qui a fait Mmh. une vidéo que j'invite nos auditeurs, s'ils la connaissent pas déjà, à voir sur YouTube, qui s'appelle Too Many Cooks, qui était vraiment une espèce de Mmh. tour de force où il mélange le comic book, le sitcom, le cartoon, etc. Et c'était un sketch absolument fou avec un faux sitcom qui n'en finit pas, avec des milliers d'acteurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc c'était vraiment un truc complètement surréel. Et dans les trucs surréels, tu savais que Nicolas Cage avait un coach pour crier, qui lui apprenait à hurler. Mmh. Ça, c'est étonnant, donc qui n'est pas Ouais. crédité au générique, mais on voit que dans la scène où il voit mourir sa bien-aimée, il est en larmes et il hurle, et il a un visage, comme dans les films muets, il a un tellement Ouais. expressif, c'est extraordinaire, quoi. Ah, en plus, il a un truc dans la bouche, ils lui ont mis un machin en métal, espèce de fer barbelé là pour l'empêcher de Ouais, crier. Donc, il a un cri muet un peu comme Al Pacino dans Le Parrain 3 à la fin. c'est Et ça fait vrai. un peu ça. Et moi, j'ai trouvé une ressemblance aussi. Il y a un autre, alors ça n'a rien à voir comme film, tu vas me dire, mais il y a un autre acteur qui joue aussi très très bien la douleur comme ça dans un film. C'est Alberto Sordi dans un film qui s'appelle Un bourgeois petit petit, où il perd son fils. Et Ouais, j'ai jamais vu, à part Nicolas Cage dans Mandy, j'ai jamais vu un acteur qui incarne autant la douleur comme ça, mais une douleur mais brute. C'est-à-dire que le gars est carrément un bloc de douleur. Et quand ah il y a ouais, si les gens voient le film, quand il y a le clip de publicité de Cheddar Goblins, en fait, ouais, c'est là que tout se déclenche. C'est là que il rentre dans sa maison, il y a la télé qui diffuse ce clip, et à ce moment-là, il se met à hurler. Avant, il hurle pas. Avant, on voit ouais. qu'il traverse toutes les épreuves, là, tout le truc. Et là, il devient fou. Enfin, il devient fou de rage, quoi, ce qui est compréhensible. On ne sait pas trop s'il n'est pas mort, d'ailleurs, parce qu'il a quand même cette lame Ouais, on lui perce le flanc, un côté c'est un peu peut-être christique, là. effectivement un fantasme, le fantasme d'un homme mort, puisqu'on voit qu'à partir de là, tout est suspect dans les images, et Ouais. ça peut effectivement être complètement une illusion et un rêve, ou plutôt un cauchemar. Et il y a un truc qui est formidable, alors là, ça m'a vraiment fait penser à Shining, c'est que Red explique au départ qu'il est sur le wagon, qu'il a arrêté l'alcool, Mmh. et il cherche Mmh. désespérément une bouteille de vodka dans sa maison qu'il trouve, et il va dans ses Mmh. toilettes en Caché slip, dans les toilettes. voilà, avec cette espèce de papier peint qui pourrait très bien être dans des toilettes de l'Overlook Hotel, tu vois. Et il se met à boire, et c'est une scène muette une fois de plus, et pour moi, c'est une des grandes scènes sur l'alcool de l'histoire du cinéma, comme Mmh. Nicholson au bar avec Lloyd. C'est que Mmh. là, il pète les plombs complètement, Mmh. et il repart vers ses démons, et vers les démons qu'il va partir chasser. Ça, c'est très beau, je Oui, trouve. parce qu'on voit qu'ils ont tous les deux, ils ont un passé. Elle parle de son père qui lui a appris à tuer, enfin qui a voulu lui faire tuer des oiseaux et à elle et ses frères et sœurs. Ouais, Elle a une cicatrice sur le visage ouais, qui est assez bizarre. Lui, bon, on voit qu'il est bûcheron, mais par la suite, quand il va voir son Bill Duke, on voit que c'est un peu des anciens compagnons d'armes. Donc on ouais. sent qu'il a eu un passé plutôt guerrier et plutôt, enfin qu'il a des failles. Et quand il est dans Bien sûr, l'hélicoptère au début, quand il monte dans ouais, les, excuse-moi, quand il monte dans l'hélicoptère au début, avec en sortant du chantier là où ils ont abattu des arbres, il y a un des ouais, gars qui lui tend une bouteille ouais, c'est et comme ça. une bouteille de bière, et lui il fait Ouais, non ouais, non, genre je bois pas. Et bien après sûr. oui, il replonge dans la vodka. C'est pour ça que c'est curieux cette histoire. Il met de la vodka là alors qu'il a une plaie qui est quand même ouverte comme ça. Genre bon ben voilà, je me suis vidé de mon sang, je mets un peu de vodka et tout va bien. Allons-y, passons ensemble. Une suspension de crédibilité. Mais ça m'a fait plaisir de voir Bill Duke, bien évidemment, en parlant de films cultes, il est dans Mmh. Predator, il est dans Commando, Bah et oui. je pense que ça fait peut-être, je sais pas s'il est toujours des nôtres, mais en tous les cas, il est, Ah oui, oui, si, si, ouais. ah Il me bah, semble, hein. tant Oui, mieux, oui. parce qu'il a l'air affaibli un peu par rapport à cette espèce de baraque qu'il était dans le temps, mais il est un petit peu le Q de Nick, Mmh. puisqu'il il lui donne une arbalète, etc., et il lui Il lui explique la prend, mythologie de ces bikers, tu vois. il lui rend son arbalète. En fait, c'est une arme qu'il avait avant, mais par Ah, contre, il c'est lui ça. donne les flèches en lui Ah disant, ouais, c'est des flèches que j'ai fait moi-même.
les Voilà, traits, d'où le ça s'appelle côté des Q, carreaux tu d'ailleurs vois. en arbalète, Ouais. et il lui Q dit, sous acide. ça coupe, ça rentre dans la chair comme un gros mange un gâteau, Ouais. comme un gosse Mais tu mange sais, un gâteau. ça m'a fait penser, moi, ça m'a fait penser à un film que Rob Zombie rêverait de faire, parce que je trouve que Rob Zombie a l'air d'être un type très sympathique, j'aime bien sa musique, mais ses films laissent un peu à désirer Hum, parfois, surtout parce qu'il caste toujours sa femme. Donc c'est un très bon mari, elle hum. est formidable, elle doit être très gentille dans la vie, mais c'est peut-être pas la comédienne la plus merveilleuse du La monde, meilleure. et ça, voilà, et ces remakes d'Halloween, c'est pas ce que je préfère. Alors que là, tout d'un coup, tu as ce mélange de rock, ou en tous les cas de musique métal, et d'images psychédéliques dont rêverait. Ça ressemble à des clips par moment, et comme les films de zombies aussi, tu vois, de Rob Zombie, pas les films de zombies. Rob Zombie, moi j'avais bien aimé Devil's Reject. C'était quand Ouais. même pas mal comme film. C'est quand même assez. Bon, enfin bref. Alors, il y a un classique dans notre émission maintenant qui est le quiz, et je voudrais tester un petit peu ton niveau de cagitude pour voir où tu te situes sur le cagomètre. Alors, Je connais pas. Il y a deux autres films où Nick affronte une secte. Les connais-tu? Alors il y a le remake de Wicker Man, Ah oui, alors donc quelque trois autres part. films, pardon. Il y en a Hein. trois alors. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas alors j'ai pas vu, c'est des Ghost Rider, il n'y a pas un Ghost Rider où il affronte une secte? Pardon, c'est le deuxième Ghost Rider, effectivement, où Christophe Oui. Lambert est un étrange gourou moine. Et le troisième, c'est celui qui s'appelle en anglais Drive Angry 3D, tu sais. Ah, je l'ai pas vu celui-là, je ne connais pas. Celui où il est J'ai avec pas tout Amber vu, les Heard. films de Celui, j'ai honte. bah écoute, on va arrêter l'émission et puis tu vas aller le voir et tu reviendras après. Voilà, bon bah à tout à l'heure, merci. Non, 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 c'est mais non, celui j'ai pas avec vu tous Amber, ces films. ouais, celui avec Amber Heard où il a donc, il affronte une secte et il est poursuivi par William Fichtner qui fait une espèce de comptable de l'enfer et c'est un truc aussi une histoire de D'accord. cultiste et de secte. Donc c'est vraiment souvent les histoires folles. De Nick, il est souvent au volant d'une voiture et il affronte souvent des sectes. Donc c'est un peu un truc qui revient comme un leitmotiv à travers ses films. Mais avec Mandy, on a l'impression d'être un peu d'un côté Alice au pays des horreurs, parce que cette femme, elle a quelque chose de magique un petit peu, tu sais, comme dans les contes de fées, et elle va rencontrer ces monstres, notamment donc cette vieille femme, tu as vu, qui la pique avec une espèce d'araignée frelon Insecte, ouais. monstrueuse, Une ouais, espèce de la qui est queue censée, le dard d'un insecte, là. Ça- voilà, et qui est censée avoir baigné dans l'acide également, et qui la rend complètement déchirée, et elle fait l'erreur La de sa vie, cerise c'est sur quand le tout d'un coup, gâteau. voilà, et quand tout d'un coup Jeremy Sands lui fait écouter sa pauvre musique merdique, elle fait l'erreur de rire de lui. En plus, il est nu. Tu as vu Linus Roach, au départ, voulait pas se mettre nu, et puis finalement, il a vu les rushs, il a compris la démarche de Panos, et il a dit que ça servirait effectivement le film. Donc, il a fini par le faire, quoi, mais parce qu'il aimait le film, Et et qu'il puis, aimait probablement Panos aussi. Et et Nick est puis surtout bûcheron. Tu disais qu'il qui, est dans un chantier, mais Nick est bûcheron comme Wolverine. Ça, c'est un métier de cinéma, le bûcheron. d'où il apprend à se servir de la tronçonneuse, qui lui servira par la suite dans le film. C'est ça. Et la scène, oui, de Linus Roach nu, là, qui se présente devant elle avec cette espèce de grand manteau, puis après il l'enlève, qui fait un peu Dracula de tonton Francis, cette espèce de Oui, grand manteau. c'est vrai. Et quand il l'enlève, il est nu. Et en fait, au fur et à mesure qu'il fait écouter sa musique, on se demande si. Je crois que c'était prévu dans le script. Et il a dit non, il ne le ferait pas. Et finalement, il le fait. Enfin, il le mime un peu. Il mime un peu une masturbation. En même temps Ouais, ouais. que. Ouais, non, c'est assez osé. C'est pour ça que le film, effectivement, n'a pas peur d'aller assez loin. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Nick, tu as vu, il a changé physiquement à travers sa carrière. Parce que à l'époque de Con Air ou de The Rock, où on l'a lancé un petit peu comme un héros d'action, étrange, mais un héros d'action quand même, là, il est devenu lourd. Tu as vu, il a quelque chose presque de Bud Spencer ou du marin de Popeye, tu sais, l'ennemi de Popeye, Bluto. Et Quand il même est plus pas, lourd. quand même pas. C'est pas le gardien de. Oui, Paul Smith, là, le gardien de Oui, non, mais Midnight je dis ça Express. avec Ah, quand tendresse même parce que pas. je les adore tous. Hein, c'est tout ça. Oui, Je ne oui, suis pas bien en train de me sûr. moquer. Ouais. Non, non, je me doute, mais il est pas d'une lourdeur comme ça. Enfin, oui, il a pris de l'épaisseur, ça c'est sûr. Ouais. Mais Et puis on il est voit, totalement crédible. Pardon. ouais, on voit son amour pour la bande dessinée parce que Nick a appelé son fils Kal-El, du nom du fils le plus célèbre de Krypton. Il a joué Spider Noir. Il a joué le Ghost Rider, Oui. comme on disait. Il a été dans Kick-Ass, où il fait Big Daddy, le papa de Hit Girl, où il est merveilleux. Et il y a une référence à Galactus, une Oui, référence où il explique oui, oui. Galactus à Le patron Mandy. Ouais. du surfeur d'argent, C'est ça. le maître du surfeur d'argent, Galactus, le dévoreur de planètes.
Et de toute façon, Bravo. son nom, Cage, et Nick Cage, c'est Luke Cage, le Ouais. héros noir des films, des bandes dessinées Marvel. Un des premiers d'ailleurs. Exactement. Des années 70, et il a fait ça pour pas qu'on pense Mm. que c'était le népotisme avec son oncle, qui s'appelle Nicolas Coppola, comme son oncle, et il voulait Mm. pas qu'on ait l'impression qu'il ait réussi grâce à son oncle. Mais Mandy et Jeremiah ont tous les deux des lentilles de contact qui font qu'ils ont des grands Mm. yeux noirs, comme dans les mangas, tu as vu? Et ça, c'est très étonnant, parce qu'il y a même une scène où ils Mm. sont face à face, et leurs visages se superposent l'un à l'autre, et c'est Mm. très... Alors, c'est- j'ai lu quelque part qu'en fait, elle a l'œil gauche. Elle a une lentille qui lui agrandit l'œil gauche, et lui, c'est l'œil droit. Enfin, ils ont tous les deux des lentilles, mais il y en a une qui lui agrandit l'œil droit. Et d'après des trucs de théologie, l'œil droit, c'est le mal, et l'œil gauche, c'est le bien. Comme Voilà. Minos, dans Peur sur la Ouais, Lune. peut-être. Je sais pas, on les voit pas fumer. Nicolas Cage ne donne pas du feu à un moment, on ne sait pas. Ouais. Non, non, Mais tu as c'est. vu, au début, on a cette espèce d'histoire d'amour de gens qui sont un peu plus âgés qu'en général. C'est pas des jeunes, et ça j'ai bien aimé. On sent leur vécu, on sent qu'ils ont vécu ensemble. Et au bout de 20 minutes, le mal arrive. Alors, on a vu dans la série Ed Gein récemment qu'il avait énormément marqué la pop culture et les films de serial killer, mais je trouve que Manson aussi a marqué énormément la pop culture après la terrible nuit de 1969 à Cielo Drive. Tu as vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages ou beaucoup d'histoires qui se sont inspirées de cette famille de hippies, de ces cultistes qui partaient tuer et suivre les ordres de ce petit bonhomme barbu et chevelu, monstrueux. Ouais, d'ailleurs, Linus Roach, moi, il me fait beaucoup penser à un autre acteur qui jouait des rôles comme ça dans les années 70-80 de chef de secte, c'est Richard Lynch. Et je sais pas Oui. si tu vois, qui joue dans Meurtre sous contrôle. Il joue C'est dans Le aussi dans une Survivant? secte. C'est lui qui fait Mathias dans Le Survivant, non? Non, dans Le Survivant, c'est Anthony Zerbe. Non, Ah, c'est ça, je confonds. comment il s'appelle Richard Lynch. C'est un mec, il avait une gueule brûlée. En fait, d'ailleurs, il avait fait, c'est parce qu'il a fait une expérience avec de la drogue, et il s'est brûlé la figure. Et en fait, Ah, c'est un mec, on le voit dans le Seven Up, Police Puissance 7 avec Roy Scheider. C'est le méchant. d'accord. Ouais. Il joue là, dans Golden Me Too, la Meurtre sous contrôle, c'est lui. Et il joue un Ouais. chef de secte aussi, qui revient d'entre les morts pour récupérer la seule victime de, je sais plus le film, je crois, ça s'appelle Panique. La seule D'accord. victime qui lui a échappé lors d'un suicide collectif où ils sont tous brûlés. Et je trouve Waouh. que Linus Roach, pour revenir recentrer sur Andy, Ouais. Linus Roach a des faux airs avec ses cheveux longs de Richard Lynch. C'est vrai, non, tu as pas tort. Alors, c'est vrai que tu parles d'autres films, mais on voit des références dans le film qui sont Night Beast, tu sais, le film d'horreur de Oui, 1982 qui passe à la télévision. Et moi, j'ai ouais, trouvé que ces Bikers de l'Enfer avaient un petit côté, les Cenobites, tu sais, dans oui, Hellraiser aussi. Oui, ouais. Ou Mad Max 2, Mad Max 2, c'est ça, les ou bikers Cruising. de Humongous, parce qu'ils ont un côté surnaturel au début quand on les voit arriver. Qu'en fait, après, on comprend que ben, non, ils n'ont rien de surnaturel, c'est parce qu'ils se prennent de l'acide et ils s'auto-mutilent eux-mêmes. Et C'est ça. bon, comme il arrive à les défaire, donc c'est que c'est pas. Mais non, non, ils sont. Et il y a aussi Et, une grosse allusion au début, je sais pas si tu te rappelles, quand Mandy est dans sa boutique et que la ouais, sorcière vient la voir, et, par exemple, au premier ouais, contact, elle lui dit, vous habitez dans le coin? Et Mandy lui dit, oui, à Crystal Lake. Et Crystal Lake, c'est Vendredi absolument. 13. C'est la Ça, maison de c'est. Jason. Voilà, et il y a plein d'allusions comme ça. Et il y a plein d'humour aussi, parce que quand il sacrifie ce Mm, gros blond, où il y a le film est parsemé d'humour noir, qui fait mm, que, en fait, ça allège un peu le film, un film qui est très lourd par ailleurs. Et pour revenir juste à la chanson pourrie de Jeremiah Sands, c'est très compliqué d'écrire de la mauvaise musique, presque autant que de la bonne pour un film. Et ça m'a rappelé, c'est tu même sais, plus dur. Mark Wahlberg dans Boogie Nights quand il chante Feel, 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 feel the Avec John heat. Cerelli. C'est un des meilleurs moments, ça. Exactement. Je l'ai revu il y a pas longtemps, en plus, Boogie Night, la semaine dernière. Ah ouais, ouais. Tu vois, Donc, donc effectivement, j'ai bien la scène en tête. ouais. Ouais. Mais tu as vu, il y a un truc qui est très bien fait, c'est le suicide de l'innocente aussi. Tu sais, quand il demande à une de ses cultistes de se tuer pour montrer la puissance. Et ça m'a rappelé, Mm. tu parlais de Conan, ça m'a rappelé Tulsa Doom, qui Oui, demande, tu vois, qui fait avancer. voilà, exactement, qui Mais fait, sauf qu'elle se suicide pas, là. Elle tire, elle appuie, mais la douille est vide. Et si c'est tu ça, mais on remarques sent que bien,
Voilà. Et si tu On sent remarques que bien, de Hmm. tous les membres de la secte et les motards qu'il arrive à attraper, c'est la seule qui tue pas. Bien sûr, parce que c'est une innocente, comme dans la famille Manson, tu Ouais, avais une fille qui s'appelait Linda Kasabian, qui était dans la voiture et qui n'a pas été tuée personne non plus. Et l'actrice ressemble énormément à Linda Kasabian, qui est une des innocentes, d'accord. entre guillemets, de la famille Manson. Mm. Et ça, on sent que c'est véritablement un énorme clin d'œil à la famille Manson. Mais on sent que ses disciples sont prêts à mourir pour lui. Et lui, on voit véritablement que c'est un horrible type et une fraude du début à la fin, jusqu'à la fin, justement, où il propose à Nicolas Cage une fellation pour lui laisser la vie sauve. On se Oui, rend oui, compte que c'est vraiment il se un liquéfie à la personnage, fin, il voilà, devient et un sale type, quoi, vraiment. parfaitement Ah, médiocre. Ouais. depuis le début, depuis le début, c'est un sale type. Mais là, il devient vraiment veule. Ah oui, je ferai ce que tu veux, mais bon, il lui propose la fellation. Ouais. Et il y a un truc qui va peut-être dans le sens de ta théorie du fait que Nick est mort et que c'est peut-être comme dans l'échelle de Jacob, Mm. le rêve terminal d'un homme qui est en train de mourir. C'est qu'en fait, je comprends pas très bien après qu'il ait vécu tout ça, pourquoi il le laisse vivant, Nick. Oui, moi non plus. Ouais, Je crois que c'est parce qu'il pense qu'il va mourir, vu comment ils lui ont ouais, percé le flanc là, avec cette lame qui est quand même large comme ça. Il lui ouais, enfonce ça et il ressort. Ils se disent, bon, bah, le gars, il est là attaché, il va se vider de son sang, il va mourir. Bon, c'est vrai ouais. que pourquoi il l'égorge pas avant de partir? Mais en même temps, il n'y aurait plus de film. Ça s'arrêterait au bout de 10 minutes, quoi. C'est ça, c'est souvent le cas, effectivement. C'est Et c'est comme dans les films d'horreur où les mecs qui vont dans une maison hantée. Si moi, ça ouais, m'arrive, ça dure pas 5 minutes, le film. Je rentre, il y a une porte qui craque, je suis parti, je suis déjà à la gare. c'est ça. Mais tu as vu, il y a aussi un truc qui rappelle les premiers films de Sam Raimi ou ceux de Peter Jackson, c'est que c'est pas un bain de sang, c'est une douche de sang. Tu as vu, c'est Ah oui, vraiment, oui. il y a l'hémoglobine coule à flot. Et jusqu'au moment où Nick a le visage recouvert de sang et on pense à Bruce Campbell, on pense à tous ces films que le petit Panos a dû voir dans son enfance et qui l'ont marqué, si tu veux. Ouais. Le sourire final face caméra de Nick Cage couvert de sang, le sourire de dingue qu'il fait, c'est Bruce Campbell dans Evil Dead. C'est C'est ça. exactement le même avec couvert de Et sang, pareil. tu as le même humour noir, parce que quand il est avec cette espèce de backer, il lui dit, tu as ruiné mon t-shirt préféré, tu sais. Donc, on sent, et c'est des trucs qui pourraient être un peu à côté, parce que c'est difficile de mélanger l'humour et l'horreur, mais là, il y a de la tonalité est bien, la recette de cuisine est bien réussie par Panos, on sent. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi, tiens, en parlant de référence musicale, quand il chope le souffleur de corne, là, frère Swan, Ouais, au moment où il va le tuer, le gars commence à lui réciter il vaut mieux brûler que disparaître. En ouais. anglais, c'est Neil Young. Neil Young, et je crois que c'était ce qui était marqué sur la note de C'est suicide, Hey, My, malheureusement, My. ouais, c'était marqué sur la note de suicide de Kurt Cobain aussi, je crois. Aussi, oui. Donc c'est une référence très rock'n'roll. Dans les autres références, bien sûr, il y a... Bon, d'abord, Nick est complètement barré dans la scène avec le chimiste. T'as vu, il est plus là. On sent qu'il a basculé dans la folie. Et il y a aussi une référence, on parlait de toutes les références qu'il y a à Massacre à la tronçonneuse. En particulier le deuxième, quand tu as ce duel de tronçonneuses. Et un film que j'aime encore plus que Massacre à la tronçonneuse 2, qui est Motel Hell, que tu as peut-être vu. Oui, Voilà. ouais, ouais, avec les gars qui sont enterrés jusqu'au cou, là. Ils ont C'est les cordes ça. vocales coupées. Le gars qui fait ses tourtes à la viande C'est ça. magnifiques et qui sont en Avec, je fait, oui, crois, un oui, acteur, génial. c'est un acteur, ce qui s'appelle Rory Calhoun, un acteur qui faisait des Henri Calhoun, westerns. ouais, ouais, ouais. Ouais, il est Acteur de formidable. série B des années Ouais. 60, 50, qu'on voyait à la télé dans des westerns. Et à la fin, donc, Nick finit par sombrer dans la folie. Il a ce regard caméra couvert de sang, tu sais, dans sa voiture, comme nous à la fin de cette émission. Mais en tous les cas, j'espère qu'on aura donné envie aux gens qui ne l'ont pas vu de voir ce film complètement fou de la carrière de Nicolas Cage. Bien, Grand merci film. mon nouveau kino-cultiste pour ce very bad trip et ce voyage doom metal donc dans l'univers fou et tordu de Panos Cosmatos. Bravo, tu as survécu à Mandy et à Kinoculte et tu seras réinvité. Ah Donc bah, avec grand merci. plaisir. Et, Et voilà. voilà, donc on se retrouve très vite pour un nouveau show Deep Cut, Deep Cult. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec tous les 15 jours ou parfois même chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Roman Lenov, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase.
Alors, Jean-François Dupuis, et ceci est mon t-shirt préféré. Bravo. Dac, mon frère. Je fus Jean Weber pour Kinoculte, le podcast de la mort. Et maintenant, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc on va voir si je m'en rappelle. Biggity bang, voilà le podcast qui te met en nage, le podcast qui te met la rage. Biggity bang, c'est l'âge du podcast. Il y a une couille dans le podcast.